Dans la dernière vidéo, on a vu des représentants des principaux groupes d'oiseaux aquatiques qui migrent dans le Saint-Laurent, des macreuses, des harles, des plongeons, des goélands, etc. Et maintenant, on va comparer deux à deux des espèces qui se ressemblent beaucoup et qui nous posent toutes sortes de problèmes d'identification sur le terrain. Bienvenue à C'est quoi cet oiseau? Bon, c'est un peu comme si la nature nous avait préparé toutes sortes de défis pour pouvoir toujours progresser quand on s'intéresse aux oiseaux et à tous les autres êtres vivants d'ailleurs. Donc dans cet épisode, j'ai demandé à Michael et Jesse, qui passent des centaines d'heures à observer la migration dans le Saint-Laurent, de m'aider à séparer les espèces qui se ressemblent quand elles volent, comme le garrot à œil d'or et le garrot d'Islande, les trois espèces de macreuses, petit fuligule, fuligule millouinant par exemple. Et on va aussi voir des harles, des plongeons, des goélands, quand même beaucoup d'espèces. Et puis à la fin de l'épisode, j'ai demandé à Jesse et Michael de m'expliquer ce qu'eux trouvaient difficile lorsqu'ils identifiaient des oiseaux. Vous verrez leurs réponses. Alors abonnez-vous, activez les notifications si vous voulez être averti dans YouTube quand je mettrai des nouveaux épisodes. Il y en a d'autres qui vont suivre après celui-ci. On y va, on commence par une première photo. Et alors, pour expliquer un petit peu, là, j'ai pris une photo. Parfois, ce sont certaines de nos photos, mais parfois, je les ai prises dans la librairie Macaulay. Puis ensuite, moi, je suis allé ajouter d'autres oiseaux, d'autres canards d'une espèce proche. Comme ça, on a deux espèces sur la même photo et ça nous permet de discuter de la façon dont on peut les différencier. Jesse, veux-tu nous dire ce que tu vois et puis comment tu différencies les deux espèces qui sont en image? Premièrement, ce qui est important de voir là, pour le canard noir et le canard colvert, là, il y a une chose là, à vraiment regarder en premier, c'est le miroir. Hein. C'est les deux lignes blanches qui sont sur le miroir, là, la zone colorée sur l'aile. Puis ces deux lignes blanches-là sont présentes chez le mâle femelle, chez le colvert, puis absentes chez le noir. Puis c'est vraiment important quand on a des groupes de canards, que ce soit n'importe quelle espèce. Ça nous donne une bonne idée, cette photo-là. C'est vraiment important de regarder, voir s'il n'y a pas d'autres espèces qui s'associent avec ces oiseaux-là. Donc là, les canards noirs, ça arrive quasiment tout le temps qu'il y en a dans des groupes de colverts. Puis l'inverse est aussi possible. Il faut jamais prendre pour acquis que quand on identifie une espèce dans un groupe, dans le fond, que tout le groupe est la même espèce. Ouais, c'est un bon point. Parfois, je vois des gens qui ont vu une espèce rare. Puis en fait, je réalise qu'ils ont trouvé l'espèce rare parmi 500 individus. Puis moi, souvent, je regarde, j'en vois 4 ou 5, je me dis, OK, ça, c'est la même chose, mais on ne devrait pas faire ça. Il faut vraiment être attentionné, puis regarder chaque individu, en fait. Les associations d'espèces, ça se joue surtout sur la génétique. Plus les oiseaux sont proches génétiquement et plus ils ont de chances de s'apparier. Là, pour le coup, le canard noir et le canard colvert sont tellement proches génétiquement, ils s'hybrident très facilement dans la nature. Donc, c'est souvent ces deux espèces qu'on va retrouver ensemble. Puis, c'est vrai pour d'autres groupes, pour le canard souchet, la sarcelle à aile bleue, par exemple, sont souvent ensemble et pour le coup, elles sont proches génétiquement. C'est effectivement quelque chose qui est bon à savoir parce que ça Ouais. permet de cibler assez rapidement, finalement, qu'est-ce qu'on cherche dans le groupe et quand on sait ce qu'on cherche, on le trouve plus facilement. Bon, mes montages sont vraiment pas parfaits. Je suis pas du tout un professionnel de ce genre de choses-là, mais les canards noirs, là, ils paraissent quand même plus noirs d'une manière générale. Est-ce que c'est un artefact ou dans la nature, on voit quand même qu'ils sont nettement plus noirs? Ben, c'est ça, ils n'ont pas leur nom pour rien. Hein. Ouais, c'est ça. Le blanc a beau être quasiment le même sous l'aile du colvert, ben, ce blanc-là va ressortir moins parce qu'il est moins contrastant. OK, ça c'est un couple d'espèces souvent ensemble et qu'on peut facilement mélanger. Là, j'ai pas fait de manipulation, c'est une photo où il y avait déjà plusieurs espèces de fuligules ensemble. Et Michael, donc quelles espèces et comment tu les distingues? C'est pas facile, là. Ah, c'est pas facile, puis c'est pas facile pour tout le monde. C'est des espèces qui sont tellement proches génétiquement qu'elles vont souvent se retrouver en groupe mixte en fait, avec donc le fuligule millouinant et le petit fuligule. On voit notamment sur les deux oiseaux du milieu en fait, celui du haut avec une tête plus foncée, on voit que la tête est sombre là. On voit aussi que son aile a les secondaires, donc les plumes de vol les plus près du corps qui sont blanc pur. Et puis, on voit que le blanc continue sur les primaires, donc sur le bout de l'aile, vers le bout de l'aile. Tandis que quand on regarde celle qui est en dessous, donc on voit que le blanc est bien blanc aussi, mais sur les secondaires seulement, il devient gris tout de suite quand on approche des primaires. Le fait que le blanc ne continue pas sur les primaires chez
celui d'en bas, c'est ça qui en fait un petit fuligule. Et puis donc le fuligule milouinant, et là donc le blanc qui va jusqu'au primaire. On a aussi un autre critère, ça va surtout se situer au niveau de la tête, au niveau du cou. On a le cou qui se rétrécit de façon plus marquée chez le petit fuligule. Celui de droite, par exemple, là, donc le premier en partant de la droite, on a, vous voyez, un rétrécissement au niveau du cou qui va être moins marqué chez le fuligule milouinant. Donc le milouinant qu'on a vu, donc le mâle qui est en haut du groupe de 4, et puis celui qui est tout devant, en première ligne, également, c'est un fuligule milouinant. Puis on voit que l'aspect un peu plus tubulaire du cou, avec une démarcation moins nette comme chez le petit fuligule. Donc pour récapituler, on a donc de gauche à droite, on a fuligule milouinant, ensuite un petit fuligule, ensuite en haut un fuligule milouinant, en dessous un petit fuligule et à l'arrière un petit fuligule. Le premier oiseau à gauche, le milouinant, Mhm. donc la femelle de milouinant, quand je Oui. regarde son aile, moi je trouve qu'il y a une bonne démarcation entre le blanc et le sombre, ce qui correspond pas aux critères qu'on attend. C'est vrai, il y a un effet un peu de la photo qui fait C'est ça, que hein. on a l'aile qui est un petit peu comment dire, à l'horizontale par rapport à la photo, mais c'est bien un fuligule milouinant. Puis on voit Ouais. notamment ça au niveau de la taille déjà. L'oiseau est plus gros que le petit fuligule. C'est vrai que quand on les a en comparaison, c'est un peu plus facile à voir. Quand vous observez par exemple au quai de Pointe-au-Père, mettons Jesse, si tu vois 100 fuligules passer en 1 heure ou en 2 heures, combien il y en aurait que tu peux pas identifier à l'espèce? Les fuligules, dans le fond, ils passent souvent très près du quai, ce qui nous permet de bien les voir. Puis souvent quand tu as l'appareil photo qui est prêt à côté de toi, ben là, on prend des photos pratiquement à chaque Ouais. fois pour les fuligules. D'accord. Puis ça aide vraiment pour identifier, là. En fait, tu regardes sur ton appareil photo rapidement, 2-3 Ouais. secondes, puis tu sais l'espèce tout de suite à cause de la quantité de blanc dans l'aile, ouais. Donc ça, moi, ce que ça me dit, c'est que vous qui passez des centaines d'heures à les observer, si souvent vous regardez vos photos pour les identifier, c'est normal que souvent, moi, je suis pas certain de ce que j'ai vu. Ouais. Si l'observation est rapide ou un peu trop loin, là, on met ça, ouais. quasiment toujours fuligule SP, fuligule indéterminé. Ouais. Je montre d'abord la photo d'origine, puis je rajoute dessus quelques individus, donc ce sont des garrots, donc peut-être Jesse. On voit ces deux espèces-là très couramment dans l'estuaire, puis souvent ensemble. Moi, la première chose que je regarde, c'est la quantité de blanc. Pas juste dans l'aile, mais en tout et partout sur l'oiseau. Le garrot œil d'or, il va avoir beaucoup plus de blanc dans l'aile, qu'on appelle comme le miroir, puis le carré blanc. Il va être complet chez le garrot œil d'or, il ne sera pas coupé en 3 ou en 2. Puis aussi la ligne qui est sur les scapulaires, blanche est beaucoup plus large pour l'œil d'or. Aussi le œil d'or, le blanc remonte sur les fesses en arrière. Il est vraiment plus blanc, puis de loin, on arrive à les différencier quand même assez bien avec la quantité de blanc sur tout le corps. De plus proche, par contre, ce qu'on peut observer, c'est la tête. Puis la tête des mâles, par exemple, là, il y a toujours le croissant. Chez le garrot d'Islande, ça fait un petit croissant de lune, la petite tache blanche près de l'œil, alors que c'est un beau rond chez le garrot œil d'or. Puis la forme de la tête, le garrot d'Islande, il y a un front très prononcé, puis le garrot œil d'or va avoir un front un peu plus en pente par rapport avec le bout du bec. Après ça, pour les femelles, on peut aller dans le même sens. Les femelles œil d'or, souvent, vont avoir beaucoup plus de blanc que les femelles œil Islande. Puis la tête aussi, la même forme. Puis le bec souvent tout jaune, en fait tout jaune chez le Islande, alors qu'il va être plutôt noir avec un petit peu de jaune au bout chez le œil d'or. Au printemps, les becs sont quasiment totalement jaune-orange chez l'Islande. À l'automne, c'est un peu moins évident. Et la plupart du temps, il faut être honnête, quand on identifie à coup sûr les mâles, la plupart du temps, les femelles sont déduites comme étant de la même espèce. Est-ce que cette photo est, disons, est-ce que c'est une situation très artificielle ou est-ce que c'est quand même commun d'avoir les deux espèces ensemble? C'est vraiment régulier. Mettons, à la mi-avril, c'est typiquement une situation qu'on pourrait trouver. Peut-être, Michael, tu veux commenter ce qu'on voit? Je vais commencer avec peut-être l'espèce justement qui va être difficile à confondre en fait, puisque en n'importe quel plumage et n'importe quel sexe, la macreuse à aile blanche va avoir son miroir blanc. Donc, et ça se voit, mais dans n'importe quelle, avec n'importe quelle condition météo, d'ensoleillement, etc. Ça, c'est vraiment Et de loin. très remarquable, de très loin. C'est une grosse macreuse. Donc voilà pour la macreuse à aile blanche. Ensuite, le défi principal côté des macreuses, c'est effectivement de différencier les macreuses à bec jaune de la macreuse à front blanc. On l'appelle la macreuse à front blanc, mais qui est le plus facile à voir quand on voit les oiseaux en vol, c'est la nuque blanche en fait. Donc typiquement, ça va être quand même jusqu'à une certaine distance
le critère principal pour les différencier. Voilà pour les distances, distances raisonnables, c'est pas mal le critère principal. Ensuite, chez les femelles, on a donc la femelle de la bec jaune qui va avoir une joue grise qui va être vraiment unique, qui va prendre une grande partie de la tête, quasiment la moitié. Chez la macreuse à front blanc, on va avoir 2 taches, une entre l'œil et le bec et une en arrière de l'œil. Chez les macreuses, les groupes mixtes sont très très fréquents, hein. Dès qu'un groupe là, dépasse 50 individus, là, souvent, en fait, c'est quasiment souvent tout le temps mélangé, là. Il faut toujours vérifier. Il y a quand même généralement une espèce largement dominante. La plupart du temps, c'est la bec jaune. Ce qu'on cherche, en fait, c'est à compter le groupe et à essayer de trouver les quelques individus des autres espèces qui les accompagnent. Donc, ça peut être quelques fronts blancs, quelques ailes blanches, quelques arêtes cakéouis. Donc, les groupes mixtes, très souvent. Après, c'est rarement du 50-50. Souvent une espèce très dominante et puis quelques individus d'une autre espèce qui viennent s'ajouter à elle. Puis la aile blanche a moins tendance à se joindre avec les deux autres, j'ai l'impression. Elle est moins commune aussi profondément dans l'estuaire, ouais, plus commune dans le golfe. Quand on tombe sur une journée où il y a des gros groupes de macreuses qui passent, ou d'eiders d'ailleurs, assez loin, mais vraiment des centaines, c'est une des choses très mémorables quand on fait de l'observation d'oiseaux au Québec, je trouve. C'est des moments vraiment que j'adore. Quand on passe le 5000 individus dans la matinée, on considère que c'est une belle migration déjà. Mais sinon, dans les records, pour le quai de Pointe-au-Père, on est un petit peu au-dessus de 10 000 dans la matinée. Bon, Jesse, là, on a une photo avec deux adultes de Arles, deux mâles, puis j'ai ajouté par-dessus 2 femelles. On s'attendrait pas à avoir 2 mâles de différentes espèces, plutôt un couple souvent sur une photo. Mais là, ouais, t'as bien associé les bonnes femelles aux bons mâles, hein. C'est comme un petit jeu. Là, ici, on a affaire à des grands Arles puis à des Arles huppés. Pour les grands Arles, le premier critère que je regarde pour identifier ces oiseaux-là, c'est la grosseur du cou, puis le contraste entre la tête et la poitrine. Chez le grand Arle, le cou puis la tête, ils vont être vraiment grosses. Un contraste vraiment évident comme on le voit sur la photo. C'est blanc au niveau de la poitrine, puis ça coupe net avec la tête. Par rapport au Arlupé, oui, on a aussi ce contraste-là chez le Arlupé, le mâle, là. Mais lui, il va avoir la poitrine qui va être foncée. Puis chez la femelle également, on a plutôt un dégradé vers du blanc au lieu que ça coupe net. La clé, quand tu fais l'identification, c'est de ne jamais identifier dans les premières secondes que tu vois l'oiseau, de toujours se poser des questions, de toujours avoir des doutes sur ce que c'est vraiment. C'est là que tu vas plus pousser puis plus regarder en détail certains critères pour t'assurer que ce soit ça. Puis les éléments de structure, c'est-à-dire de proportion des différentes parties du corps, ça prend du temps avant d'être capable de juger ces choses-là. Il faut avoir vu beaucoup d'oiseaux. Puis au début, on regarde surtout les couleurs, mais après, c'est ça, avec l'expérience, on commence à regarder ça, même avec les parulines, avec toutes sortes d'autres oiseaux. Ouais, c'est un peu ça vient même après. Pour moi, c'est venu après les chants, après les couleurs. Ça a été vraiment comme la dernière partie, le dernier challenge d'identification, c'est comment les oiseaux volent ensemble ou s'ils volent de façon lourde, en bondissant. C'est un peu comme quand on regarde un sport, quelqu'un qui connaît bien un sport, quel que soit le sport, il va voir tellement de choses dans la rapidité du jeu, le placement des joueurs, mais quand on le regarde pour la première fois, on compte le nombre de buts, tout ça, mais on voit rien d'autre. Et c'est vraiment la même chose. En voyant de plus en plus, pas des photos, là, vraiment d'aller sur le terrain, puis c'est comme ça que tu t'améliores en ornithologie. C'est la seule façon. Michael, là, alors on a une photo avec un seul oiseau, un huard. Et puis, j'ai ajouté en haut 2 dessins, enfin 2 illustrations de David Sibley. Et puis, en bas, j'ai ajouté 3 autres huards. Alors, pour qu'on distingue les 2 espèces les plus communes en migration, en tout cas dans le Saint-Laurent. Ok, ben, tout à fait. Alors, huard, c'est... Oui, j'aurais dû dire plongeon. Des plongeons, hein, oui, c'est ça. Donc, l'ancien nom, on aurait voulu dire des huards, effectivement. Donc, celle qu'on a vue toute seule sur la photo au début, donc c'est donc un plongeon catamaran. Comme critère, en fait, on va avoir notamment donc une tête petite avec un bec fin. On va avoir un cou blanc. Et puis, le brun, il va se retrouver vraiment que sur le dessus de la tête, le dessus du cou. Et finalement, on va avoir des pattes à l'arrière qui sont bien visibles, mais qui sont comme dans la continuité du corps, qui ne forment pas vraiment une excroissance finalement exagérée à l'arrière du corps. Et puis, donc sous-cousin, ça va être le plongeon huard, bien plus massif, ça va vraiment être la taille d'une oie, hein. Et puis, lui, on voit que déjà, il a un bec plus fort et puis plus long. Et puis, on va voir sur le cou aussi le brin du dessus de la tête qui descend dans le cou.
et ils ne descendent pas de façon homogène, ce qui fait qu'il y a un endroit où ça fait une sorte de collier blanc qui rentre dans le brun. D'où le collier, de huard à collier. L'océanon, le huard à collier. Puis le huard à gorge rousse aussi. Le huard à gorge rousse aussi. Mais là, ils sont pas en plumage tel qu'on les voit l'été. Là. Exactement. C'est là que peut-être est le défi principal quand on les a dans ce plumage-là, parce qu'en été, ils sont vraiment faciles à différencier. Et puis voilà, quand on les a à distance raisonnable, c'est quand même assez facile à différencier un plumage de nuptial. En plumage comme ça, c'est donc un peu plus subtil. Et puis donc, on va aussi se fier à d'autres critères qui sont des critères plus morphologiques avec, déjà, comme je disais, un corps très massif chez le plongeon huard, un vol plus lourd, plus lent. Le catamaran va avoir un vol donc en comparaison plus rapide et puis plus actif, plus vif en fait, c'est ça. On a aussi un critère qu'on va aussi regarder de façon assez remarquable chez les plongeons, c'est les pattes. Donc le plongeon huard, il a des pattes vraiment qui traînent à l'arrière de façon exagérée souvent. On a l'impression que la tête et les pattes finalement forment deux masses de chaque côté du corps et qu'on a les ailes au milieu finalement. Tandis que le plongeon catamaran, lui, va former plus une sorte de poire parce qu'il va avoir la tête plutôt fine et allongée vers l'avant, puis les pattes qui ne se dépassent pas vraiment, enfin qui sont moins proéminentes, ce qui fait qu'on a l'impression qu'il a les ailes à l'arrière du corps et que finalement, du coup, ça fait comme une masse avec une longue tête devant. On le voit bien sur les dessins qu'a fait Alan Sibley, puis aussi sur les photos là, des catamarans. Le catamaran a souvent la tête plus basse que disons, sa ligne du corps. Puis ça fait en sorte qu'on dirait qu'il est toujours un peu triste. Il a toujours la tête vers le bas. Puis il y a souvent le bec un peu remonté vers le haut. Puis ça, on le voit quand même assez bien. Très souvent, il lève la tête comme ça. C'est ça. On le voit très souvent faire ça. Le huard peut le faire aussi, donc faut se méfier un peu. Mais le catamaran va le faire plus souvent et plus régulièrement que le plongeon huard. Alors, on continue, Jesse, parce que la photo que je montre, je l'avais prise à l'île du Pot à l'eau de vie, puis l'oiseau que j'ajoute maintenant également, mais pas sur la même photo. Et puis, c'était une excursion que Jesse, tu guidais. Alors, ce serait bien que tu commentes ces deux oiseaux-là. C'est à la fin, mais... Ces deux oiseaux-là, dans cette excursion, je me rappelle, il y en avait des milliers, c'est fou, des deux espèces. Une des choses qu'on peut voir, là, justement, quand on est proche comme ça, c'est la couleur. Hein. Lui de gauche, qui est un guillemot marmette, la couleur va être plus brun chocolat. Alors que le petit pingouin, là, ça va plus tirer vers le noir. Ensuite vient le bec. Le bec très pointu chez le guillemot marmette, puis plus fin, alors que le petit pingouin, là, comme on voit, là, un bec très large, puis plus court, puis avec des marques de blanc là, sur le bec. Ça aussi, c'est très typique. À part de ça, chez le guillemot marmette, là, il y a souvent sur le flanc qui est blanc, il y a souvent des traits plus foncés. On dirait que c'est comme barbouillé sur le flanc. Puis on le voit bien, alors que chez le petit pingouin, c'est blanc immaculé. Puis une autre chose aussi, quand on les observe de plus loin, là, le guillemot marmette va avoir l'arrière-train qui va être descendu par rapport au corps. Il va comme voler, comme s'il était toujours en voulant atterrir. T'sais. Il fait qu'il a les pattes plus basses que les yeux quand il vole en ligne droite. Alors que le petit pingouin, lui, il a un vol à peu près droit quand il vole. Donc les pattes à peu près au même niveau que les yeux. Ouais, et c'est peut-être pas bien reflété sur le montage ici, là. On le voit un petit peu, mais... Un petit peu quand même, ouais. Et donc ça, dès qu'on les éloigne puis aussi, suivant les conditions de lumière, ça peut aussi devenir très difficile, j'imagine, ces deux espèces-là. Ouais, ça prend vraiment des bonnes conditions pour les identifier quand ils sont très loin. Souvent, on va mettre Alcidé SP, Alcidé qui est la famille. Entre ces deux-là, il faut être très prudent. Puis on le met que quand on est sûr. Après tout, c'est déjà très bien. C'est vrai, on inscrit souvent gros Alcidé SP. C'est vrai. Entre ces deux espèces. Ouais. Et ils ont un vol droit, hein, ça file droit, c'est pas très papillonnant. Est-ce qu'on regarde quelques goélands? Tout le monde adore les goélands. Deux espèces quand même qui se ressemblent, Michael. Là, on a donc un goéland à bec cerclé et un goéland argenté. Alors, le goéland à bec cerclé, bon, il y a des critères relativement simples quand l'oiseau est à cette distance-là, ne serait-ce que par son nom. Donc, on voit bien la barre noire sur le bec. Se méfier quand même parce qu'à certains âges, on pourrait avoir quelque chose d'assez similaire. Il va avoir un trait sombre qui va rester un certain temps jusqu'à ce que finalement, il disparaisse complètement et laisse la place au rouge. Mais donc, attention à ce critère-là quand même. Donc, c'est ça, ce goéland à bec cerclé, donc il va avoir une tête plus petite, on va dire qu'il a un regard plus doux, un aspect plus doux, alors que l'autre, il va avoir comme un regard plutôt méchant, un gros bec
costaud, un cou fort aussi, une tête plus plate, le bec cerclé a une tête plus ronde. Et puis sinon, au niveau de la structure de l'oiseau, on va avoir un oiseau plus lourd chez le goéland argenté, un battement d'aile plus lent, des ailes plus proportionnellement aussi plus larges et plus courtes proportionnellement, tandis que le bec cerclé a plutôt des ailes longues et fines. On voit pas le dessus des ailes, mais le dessus des ailes est gris dans les deux cas. C'est pour ça aussi, avec le bout noir, c'est pour ça aussi que c'est facile à confondre. Le manteau est très difficile à utiliser pour les différencier. Le bec cerclé a tendance à avoir un gris plus clair, finalement, un peu plus cendré, goéland argenté, donc plus argenté. Mais c'est assez subtil. Et puis souvent, l'éclairage, c'est juste pas possible vraiment de l'utiliser. Ouais, puis quand ils sont posés, moi je trouve que c'est un petit peu plus facile parce que la taille, on voit tout de suite la différence et puis la tête est quand même différente. Mais c'est un bon moyen de commencer aussi, c'est essayer de reconnaître ces deux espèces. Quand on est familier avec ces deux-là, on a pas mal 90% des situations qui sont réglées, quoi. Souvent, ça décourage les gens d'identifier les goélands, les autres goélands, parce qu'il y a ces deux espèces-là. Il existe 3 duos de goélands qui sont difficiles à différencier. Puis ça, c'est le duo le plus commun, puis ils sont vraiment difficiles. Dès qu'ils sont un peu loin, souvent, j'ai vraiment du mal avec ces deux espèces-là. Tu disais qu'il y avait plusieurs duos. Un autre duo, j'imagine que c'est ceux qui ont les ailes sombres, donc goéland marin par rapport au goéland brun. Puis là, on voit une photo avec un goéland, puis j'en ai ajouté 2 par-dessous. Et Jesse, peux-tu nous aider un petit peu à avancer? C'est pas mal le duo de goéland le plus difficile. C'est sûr que le duo goéland arctique, goéland bourgmestre est aussi vraiment, vraiment compliqué. Mais chez ces deux goélands-là, on a affaire au goéland brun puis au goéland marin, ou anciennement appelé goéland manteau noir, le marin. Puis le goéland brun, il y a souvent le manteau plus clair. Le dessus, là, il est foncé, mais il est plus clair que le marin. Mais comme dans cette situation-là, dans notre photo, le marin qui est en bas à droite, il est quasiment plus clair que le brun à cause de la lumière. On va plutôt y aller là avec des différences de morphologie plutôt que de couleur, dans le sens où là, la tête et le bec du marin en bas à droite est vraiment plus gros, vraiment massive. Un gros bec jaune. Alors, puis des ailes super larges, super longues. C'est le plus gros des goélands au monde, hein, c'est pas pour rien. Le goéland brun, lui qui est au centre en haut, là, il est plus petit qu'un goéland argenté. Hein, c'est pas un très gros goéland. Fait que quand on les voit en vol ou posés avec d'autres goélands, souvent, ben là, on peut comparer les tailles, puis on peut observer leur comportement en vol quand ils le sont, puis vraiment, j'ai l'impression que c'est comme ça avec l'expérience, c'est comme ça qu'on va les différencier plus facilement. C'est vraiment à cause de la taille. Mais là, on peut voir, genre, mettons, le goéland brun, on observe plus souvent que le bout de l'aile est beaucoup plus foncé, plus noir que le reste du manteau. On le voit un peu sur la photo, mais comme on le voit également sur la photo du goéland marin, mais on le voit très rarement chez le goéland marin. À la plupart du temps, le goéland marin, un peu comme la photo de gauche, c'est tout noir le dessus du manteau. Donc, le goéland marin en bas à gauche est très typique, le goéland brun en haut très typique, mais en bas à droite, c'est peut-être pas le meilleur choix de photo que j'ai fait parce que ça peut prêter un peu à confusion vu la lumière qui éclaircit un peu le manteau. Mais ça prête toujours à confusion, même à ça, quand tu as un goéland brun, tu te poses des questions si c'est pas un marin. Souvent, c'est avec la forme de la tête qui est plus petite chez le brun, le bec plus petit. Puis le goéland brun, là, on le voit pas quand ils sont en vol, mais le goéland brun, les pattes jaunes. Puis le goéland marin, les pattes rosées pâle, ouais. C'est ça. Quand ils sont posés, si on voit ça, là, on est tranquille. Bon, on va continuer avec les goélands. Et cette fois-ci, là, on voit un goéland qu'on a déjà vu tout à l'heure, un goéland à bec cerclé sur la photo, mais j'ai ajouté un autre laridé, la même famille, mais une mouette cette fois-ci. Et Jesse, veux-tu nous décrire ce qu'on voit? Ouais, c'est un peu le dilemme mouette versus goéland, là. C'est quoi les différences? Puis il y a beaucoup de gens qui le savent pas, mais tu sais, les mouettes, par exemple, sont pratiquement toujours au large, celles qui peuvent ressembler aux goélands. Hein. Puis les goélands, là, on les voit toujours près du rivage. En fait, là, chez la mouette, le bec, il va être tout jaune. C'est la seule mouette qui a le bec tout jaune, en fait. Puis, elle va avoir les ailes tout grises avec le bout
noir qui forme un beau triangle qui a pas de blanc dessus. Puis ça, c'est typique, là. C'est comme si on l'avait trempé son aile dans de la peinture noire. Fait que ça fait comme un petit pinceau. Chez le goéland à bec cerclé, par exemple, qui est à droite, ben là, il est en mu dans ses rémiges primaires, dans le bout de ses ailes. Fait qu'on voit un peu moins, mais on voit que le noir est jamais comme aussi bien un beau triangle. C'est toujours un peu comme une grosse tache au bout de l'aile. Puis il va avoir du blanc après le noir, au bout de l'aile encore plus. Puis il va avoir les ailes plus larges, il va être un peu plus gros. Il va avoir aussi une gorge, une poitrine qui est plus robuste puis qui est comme bedonnant. Puis ça, c'est présent chez quasiment tous les goélands, on va avoir ce bedon-là. Alors que chez les mouettes, c'est des oiseaux hyper fins qui sont plus droits également. Ils vont avoir un vol beaucoup plus rapide. C'est quand même une comparaison intéressante parce qu'on est sur le plus petit de nos goélands finalement, comparé à la plus grosse des mouettes. Je pense que le contraste quand même, alors on s'entend que c'est des larités puis que c'est juste les francophones finalement qui différencient les mouettes des goélands hein, globalement. La catégorie des mouettes se distingue plus facilement, se distingue quand même bien de la catégorie des goélands. Je pense qu'il y a plus de différence entre une mouette ridactyle et un goéland bec cerclé au niveau du comportement en vol, au niveau de l'attitude, de battement d'aile, que par exemple un goéland argenté avec un goéland bec cerclé qui vont avoir quand même plus de similarités dans leur comportement en vol. La mouette ridactyle a vraiment un vol comme toutes les mouettes, hein, un vol papillonnant où elle va donner des à-coups comme ça, où à chaque à-coup finalement elle va prendre un tout petit peu d'altitude et elle va avoir un vol un peu plus bondissant finalement. Tandis que ça, les goélands vont avoir le corps en fait qui va rester comme rectiligne en déplacement avec les ailes qui vont bouger autour évidemment, mais ça va être un vol plus papillonnant, c'est ça qu'on dit pour les mouettes. Dans tout ce qu'on a vu, là, il y a une chose que j'aimerais vous demander à chacun de vous. Toi, Jesse, c'est quelle paire d'espèces pour toi qui te donne le plus de mal ou bien où tu as l'impression que tu as encore à progresser? Pour moi, c'est les alcidés, hein. C'est petit pingouin, guillemot marmette. Ça me cause encore beaucoup d'hésitation. Je me remets beaucoup en doute pour ce qui est de ces espèces-là, à cause que, notamment d'autres espèces comme le macaru moine, le guillemot de Brunich, peuvent ressembler aux deux autres. Puis ça fait en sorte que c'est pas mal le groupe d'espèces qui me cause le plus de problèmes, puis que je doute de plus en plus, puis je doute très facilement. Donc tu as l'impression que tu as encore une marge de progression? Ben, j'ai pas l'impression que j'ai une marge. Je pense que j'ai autant progressé pour ce groupe d'espèces-là que pour tous les autres groupes, mais ce groupe-là demande une plus grosse progression, puis beaucoup plus de travail, d'expérience terrain pour les identifier, en fait. Ça en demande plus. Il y aurait aussi, par exemple, les macreuses à front blanc puis avec jaune, lorsqu'ils sont à comme 3 ou 4 km, ça devient pratiquement impossible, mais je sais que c'est possible, puis je l'ai déjà vu, j'ai vu des gens les identifier à coup sûr. Puis toi, Michael, alors est-ce que c'est pareil ou tu as peut-être d'autres... Si j'avais peut-être encore plus de facilité à différencier les goélands au premier coup d'œil avec un comportement de vol, etc., je serais plus exhaustif peut-être dans mes comptages au niveau des goélands. C'est quelque chose qui s'acquiert juste avec l'expérience, donc ça va, faut juste en faire encore. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses. Il y a beaucoup d'informations, donc c'est à regarder plusieurs fois et idéalement avec un guide sous la main. Dans le prochain épisode sur les oiseaux marins, on va encore comparer des espèces 2 à 2, mais on va aller un peu plus loin avec des espèces plus difficiles, donc ça va être intéressant. Et puis dans le 4e épisode, on abordera le plus difficile, c'est-à-dire l'identification à grande distance en analysant les silhouettes et les comportements de groupe des oiseaux. Mais ça, c'est pour plus tard. On n'a pas souvent l'occasion sur YouTube de se faire expliquer l'observation ornithologique par des personnes expérimentées qui discutent simplement en partageant leur expérience. Et donc, on ne fait pas un guide d'identification, hein, c'est vraiment juste des discussions. Et en attendant le prochain épisode, je vous souhaite de bonnes observations.